Et va me chercher là-haut. Oui. Oh. Voilà, nous allons à présent lire ensemble la une des quotidiens parvenus à notre niveau juste après la virgule. Le matinal, nous commençons par le matinal qui affiche aujourd'hui polémique sur la constitution revisée. Il n'y a pas de prorogation de mandat présidentiel selon le consultant politique Agapite Napoléon Mafrican, affiche le matinal qui poursuit impopularité de Patrice Talon. Un choix de développement, amélioration de la qualité des services par la BIC, les services momentanément indisponibles les 16 et 17 octobre, les distributeurs automatiques en maintenance du 15 au 18. Et puis, formation pratique des jeunes en parcours d'insertion professionnelle, Ouadada Béné recrute un professionnel en guidage touristique. Autre titre, Habib Dakbogan, éditeur de mémoire du Chaudron. La version libre est plus dense que celle numérique. Et nous continuons avec la primeur. Coopération interparlementaire, c'est avec la primeur. Coopération interparlementaire pour le progrès national, le président Louis Vlavonou raffermit les relations diplomatiques avec le Rwanda. 5e session extraordinaire de 2020 du Parlement, le projet de loi de finances rectificative examiné et adopté dès ce jeudi. Promotion de la culture, du patrimoine et du tourisme au Bénin. Ouadada Bénin recrute donc un professionnel en guidage touristique. Rappelle la primeur qui affiche aussi secteur du numérique au Bénin. Les agents des collectivités locales déplorent la qualité de connexion des réseaux GSM. Monde Info 7 à présent. Monde Info 7 écrit, malgré ses nombreuses richesses et potentialités, pourquoi l'Afrique est en retard, s'interroge donc Info Monde 7. Info Monde 7 qui parle également de la réunion du FMI de la Banque mondiale sur l'Afrique et le Covid-19 et parle de la proposition du ministre Biotchane pour l'Afrique. Et nous terminons avec Fraternité présidentielle de 2021, l'opposition, un ancrage à démontrer. Présidentielle de 2021, l'opposition, un ancrage à démontrer. Mathieu Kérékou, 5 ans après son décès, les vœux des Cotonois pour le caméléon. Et puis, Dr Yakini Ibrahim du BR, au sujet du parrainage, dit ceci, ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui seront peut-être demain en position de force. Voilà pour la revue des unes et nous partons tout de suite pour la causerie matinale. La causerie matinale que nous démarrons avec nos invités. Sylvain Hichou, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour Mathieu Bocor, bonjour à nos chers téléspectateurs. Oui, Mathieu Bocor, oui, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous nos amis téléspectateurs, bonjour à Sylvain Hichou. Voilà. Et vous êtes deux, ils sont deux ce matin, bien sûr, autour de la table. Un mot sur la question du jour, Mathieu Bocor, vous avez suivi Jacqueline Alavore, bien évidemment. Oui, qu'est-ce qu'un vivipare? Oui, qu'est-ce qu'un vivipare? Un vivipare, l'homme est un vivipare. Elle nous a remémoré vers encore le cours primaire, nous rappelant un peu les notions que nous avons reçues. Un vivipare qui n'est rien d'autre que ce sont des animaux dont les petits naissent souvent sans enveloppe ni coquille. Vous savez, différents des poussins qui naissent souvent des œufs, etc. L'homme naît sans enveloppe, etc. Donc nous naissons comme des animaux, des chèvres, des moutons, etc. Donc comparativement aux animaux, on pourrait nous classer dans le rang, dans la catégorie, dans le rang des vivipares. Il y a aussi, je crois, l'avipare, l'apivare, etc. Donc je crois qu'il y a différentes sortes de classifications. Aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que l'homme est un vivipare, l'homme naît sans coquille
sans enveloppe. Très bien. Oui, Sylvain Djou. Oui, c'est clair, c'est clair. Et elle a choisi aujourd'hui aller avec les élèves, avec les apprenants qui malheureusement, ne sont pas trop imprégnés de la notion de Vivipa. À la fin, elle a dû rappeler, comme d'habitude, elle a rappelé ce que c'est que Vivipa. Et pourquoi et l'homme aussi se catégorise aussi dans le rang des Vivipa. Je crois que c'est toujours bien pour notre culture générale, c'est toujours bien pour nos apprenants, parce que c'est des notions de CM1, CM2 où on peut donner des noms d'animaux classés selon des catégories de naissance et tout. Je crois que c'est toujours utile pour notre génération. Très bien. Alors nous allons aborder les sujets du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la protection de nos berges lagunaires. Nos berges lagunaires aujourd'hui avec la nouvelle politique, heureusement que le gouvernement a trouvé juste en optant pour son assainissement, un assainissement qui a démarré depuis peu de l'autre côté de Dantokpa, à commencer par là parce que c'était là où résidait la vraie pagaille, si on pouvait s'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, faudrait-il pas poursuivre cet assainissement des autres côtés, de l'autre côté aussi, à commencer par Delopo, quand nous observons de l'autre côté de Delopo, de Rlakome, Agbato, Yenawa, Tonvi, etc., jusqu'à Porto Novo, on constate encore qu'il y a du travail à faire de ce côté-là, Sylvain Djou. Oui, sérieusement, il y a de sérieux travail à faire lorsqu'on parle de la propriété de notre ville, en tout cas notre ville principale, Cotonou, lorsqu'on parle de Cotonou et environ, Cotonou et environ, justement, Cotonou, sans oublier les autres, parce que c'est assez important, puisque le Bénin est assez pourvu de cours d'eau. Il faudrait que les berges qui longent ces cours d'eau puissent être bien entretenus et autres aussi travailler. On peut aussi donc travailler ces berges à pouvoir travailler les jeunes, à pouvoir faire travailler les jeunes sur le plan de maraîchage, sur le plan de un peu d'activité génératrice de revenus et tout. Je crois que ce qui s'impose aujourd'hui sur nos berges, c'est assez important par rapport à l'assainissement. Vous l'avez rappelé, il y a un effort qui est actuellement consenti par le gouvernement pour pouvoir donc démarrer l'assainissement, mais il reste vraiment à faire. Les localités que vous citez tantôt, lorsque vous faites un tour dans ces zones, en ces temps de pluie, je vous dis, vous n'êtes pas du tout heureux de constater ce qui se passe dans ces zones. L'assainissement, ça manque sérieusement dans ces zones. Et quand on est dans une zone insalubre, vous savez tout ce qui court. Il y a des maladies hydriques, il y a tout ce qui va avec. Et je crois que les autorités locales, et là justement, ce sont ceux-là qui sont celles-là qui sont beaucoup plus interpellés cette fois-ci, parce que l'État a des projets qui concernent véritablement ces zones, qui concernent véritablement les grandes villes telles que le Grand Nokoué concerne. Mais je crois que dans chaque localité, on a des autorités locales, on a des maires, on a des élus locaux, on a des élus communaux qui, ma foi, pouvaient quand même monter des projets d'assainissement de ces zones, histoire de pouvoir, je le disais tantôt, à occuper la jeunesse à travers quelques travaux, peut-être des coopératives de jeunes qui se chargent d'assainir des zones données contre quelque chose, ou même qu'on peut donc faire des activités de maraîchage dans certaines localités, sur certaines berges, pour pouvoir donc permettre à ce que ces zones soient beaucoup plus propres, plus viables que ce que nous avons malheureusement aujourd'hui. Je crois que la responsabilité revient, ma foi, beaucoup plus à nos autorités locales qu'à l'État lui-même, à l'État même, parce que l'État, c'est assez de choses, mais la décentralisation renvoie un peu plus de responsabilité vers les autorités locales à pouvoir donc aider l'État central à pouvoir donc faire ce qui est de son devoir. Et je crois qu'aujourd'hui, les zones telles que Tchonvi, telles que Delopo, que vous rappelez tantôt, il y en a partout. Il y a encore des zones comme ça ailleurs dans d'autres localités, Porto Novo et tout, je crois, la capitale du pays même, il y a beaucoup de même de l'autre côté de Comé, justement, effectivement, dans le mono, il y a beaucoup aussi à faire pour pouvoir donc c'est des atouts, ma foi, c'est des atouts
tant pour le maraîchage, tant pour l'entrepreneuriat, mais c'est des atouts aussi touristiques à pouvoir donc valoriser pour que l'on puisse tirer le profit nécessaire de ces berges. Oui, Mathieu Boko, l'assainissement de ces berges, qu'est-ce qui l'entrave? Vous savez, on a des gens qui occupent malencontreusement ces berges lagunaires. Quand vous observez déjà du côté de Vossa, de Rlacom et Agbato jusqu'à Porto Novo, il y a des gens qui se sont installés, qui ont peut-être, ils se disent avoir acheté des parcelles, ces endroits-là. Ça pose quand même problème. C'est un combat de vieille date. C'est un combat de vieille date. Malheureusement, vous savez, le Béninois a toujours été comme ça. Il faut déloger le Béninois. 2 jours après, il reviendra. Parce que les autorités compétentes au plus haut niveau ont essayé d'abord de passer à la phase de sensibilisation, à la phase de répression. Mais on a compris qu'il y a toujours un problème qui se pose. Le problème de l'assainissement des berges lagunaires devient de plus en plus préoccupant. Et il est important que nous poursuivons, tel que vous le dites, à maintenir le cap. Parce qu'il suffit de monter aujourd'hui sur le pont d'Antokpa et que vous projetez votre regard un peu tout au long de ce bord-là, jusqu'au fond, presque à Calavi, pour ne pas dire. Vous voyez l'embarcadère. Vous voyez cet embarcadère et vous vous dites, mais écoutez, il y a encore beaucoup d'opportunités encore ici. Parce que lorsque les gens s'y entassaient avant, lorsque la population venait là pour faire leur petit commerce, on ne voyait pas cette belle image. On ne voyait pas que, franchement, nous pouvons encore sauvegarder notre environnement. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous le rappelez tantôt, il y a quelques années en arrière, tout au long de ces bords-là, jonchés d'ordures, jonchés de matières fécales, c'était une salubrité au vrai sens. Et moi, je crois que lorsque vous êtes dans un pays comme ça, et que c'est tout au long de ces berges lagunaires-là, on voit que le marché d'Antokpa se trouve juste à proximité. Le plus grand marché international, dit-on. Donc, vous diront que c'est le marché d'Antokpa qui s'éteint jusqu'aux berges lagunaires. Qui s'éteint jusqu'aux berges lagunaires. Et on ne délimite plus le marché aux berges. On ne sait plus que chacun doit normalement savoir où se mettre pour pouvoir échanger, faire son commerce. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, que les autorités, surtout l'arrivée du régime de Patrice Talon, c'est vrai qu'au départ, avec l'ancien maire Nicéphore Soglou, on a tenté, ça n'a pas réussi. Bouniaï, on a tenté, ça n'a pas réussi. Je crois qu'avec le régime de Patrice Talon, on a tenté, mais les populations ont compris que c'est pour leur bien. Parce que l'impact, en réalité, c'est l'amélioration des conditions sanitaires. Parce que c'est d'abord le premier impact. Deuxième impact, c'est tout faire pour une meilleure mobilité piétonne. Parce que avant, vous ne pouvez même pas circuler dans ce couloir-là. C'était compliqué de circuler parce que on ne peut même pas circuler pour bien respirer. Avant de circuler par là, il faudrait que vous cachiez véritablement vos narines avant de prendre par là. Et troisième impact, on pourrait le dire, c'est le renforcement des liens sociaux. Et avant même de voir ce que Sylvain Etchou disait, c'est la création d'emplois pour une main-d'œuvre locale, parce que aujourd'hui, on a compris que tout ce qui se fait là, ce sont des Béninois qui essaient d'aménager le nom de ces bords lagunaires. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de poursuivre, de pérenniser, d'étaler, de décentraliser, d'accord, cette politique d'assainissement au niveau des autres localités pour qu'on puisse sauver l'environnement. Parce que l'environnement reste un peu, doit être ce qui doit nous rester pour que l'homme puisse vivre. Parce que si l'environnement est pollué, il y a des maladies qui tournent autour et vous-même vous imaginez. Et en ce moment-là, ça ne pourrait pas être. En résumé, je pense que le gouvernement doit savoir qu'on doit maintenir le cap. Mais il faudrait que ça soit une participation collective avec les acteurs décentralisés, avec la population elle-même, en vue de
maintenir le cap en vue de savoir que l'environnement, c'est ce qui est et ce qui doit être pour pouvoir faire développer un pays. Oui, mais pour suivre l'assainissement, tout ce que vous êtes en train d'expliquer là passe par le dégagement de tous ceux qui ont occupé ces abords de façon illégale. Justement, et par rapport à la zone que Mathieu salue... Quand vous prenez Vossa, vous observez un peu, c'est toujours la pagaille. Vossa, vous allez vers Racomen, j'en parle toujours, je sais de quoi je parle. Justement. Yenawa continuer, même de l'autre côté de Comé, Guézé et autres, toutes les localités qui sont aux abords de vous savez, il y a certaines activités qui se mènent dans ces eaux et les populations qui sont actrices qui sont actrices de ces activités ont beaucoup plus une certaine manière d'avoir une proximité avec les eaux, de vivre proche des eaux afin de pouvoir même travailler la nuit. C'est ce qui favorise, associé aussi à la précarité de conditions de vie de certains de nos concitoyens, de nos compatriotes qui, au lieu d'aller peut-être compte tenu de leurs moyens, ne peuvent pas aller louer dans certaines localités. Donc, on construit avec des matériaux précaires quelque chose au niveau de ces berges et on vit là. C'est surtout ça qui fait que ces berges ne sont pas toujours dégagées comme cela se doit. On se souvient de la riposte de l'ex-préfet du littoral en temps pour pouvoir donc que le projet puisse commencer au niveau des zones qui étaient dédiées où ça devait commencer avec tout ce qu'il y a eu. Mathieu rappelait ça tantôt, mais il a pu donc aller au front avec cette population qui finalement a pu comprendre qu'il y a quand même un intérêt social, un intérêt sanitaire à gagner au niveau de cette lutte et qui ont pu céder une certaine partie au niveau des berges qui étaient quand même prises en compte à la première phase. Mais je crois qu'aujourd'hui, on doit poursuivre cela pour que les gens puissent laisser la berge parce que c'est aussi ça l'environnement. La proximité, vivre en proximité avec les eaux dans ces conditions, je crois qu'il y a des risques que ces populations courent en fait. Il y a le risque de maladie, il y a des risques de noyade aussi. Tout ça là, on sait comment est-ce que ça se passe dans notre pays. Et je crois que nous devons, l'État, les collectivités territoriales doivent s'entendre à pouvoir donc que ces berges soient vraiment dégagées, que ces populations qui se disent autochtones, qui se disent propriétaires de ces berges, puissent savoir que c'est des domaines... Parce qu'il y en a qui perçoivent des tasses. Justement, qui doivent savoir que c'est des... partis et autres, oui, conseillers. Voilà, non, doivent savoir que c'est des domaines qui ne peuvent normalement pas appartenir à des individus, mais plutôt à l'État, histoire que l'État puisse en faire ce que doit pour que et le tourisme et des activités génératrices de revenus et aussi pour notre environnement, tous ces secteurs-là puissent trouver l'intérêt dedans. Et donc, c'est la population elle-même qui en tire profit en retour. Et là-dessus, je crois qu'il y a un travail encore à faire sur le Béninois. Parce que, vous savez, l'intérêt, l'attachement que nous avons, nous Béninois, nous avons de nos terres. Et c'est lopin de terre dans ces zones que vous citez, je crois, ça coûte ce que vous savez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer à ceux-là? Comment est-ce qu'on peut vraiment faire avec ceux-là pour pouvoir que... parce que des gens construisent, des gens vont jusqu'à construire comme cela se doit dans ces zones. Je crois qu'il faut vraiment mener une politique. L'État actuel, le pouvoir actuel a cette possibilité de négociation, d'entente avec des gens sur des problèmes d'intérêt national pour pouvoir que on puisse céder ce qu'on peut céder pour l'État, histoire que la nation puisse en tirer profit. Donc je crois que c'est véritablement ça qu'on doit vraiment faire pour que des gens puissent libérer les berges et que les projets puissent impacter l'assainissement de ces berges. Très bien. Et il y a aussi qu'il y a quelques années, c'était annoncé qu'on devrait libérer ces berges lagunaires, en tout cas de la lagune, jusqu'à 50 mètres. Jusqu'à aujourd'hui, ce projet n'a pas démarré. Certainement qu'il y a des choses qui ne se peuvent pas. Vous avez été informé de... Vous avez vendu ça? Il y a que c'est un projet ambitieux qui sera mis en place. Et vous savez, avant qu'un projet ne soit mis
en exergue, il faut tout un processus. Il faut la phase pilote, il faut rechercher les fonds, il faut ça. Je crois que nous ne sommes pas, en tout cas, ce qui est évident, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais après plusieurs descentes faites au niveau des berges lagunaires avec les autorités, il ressort que le projet va être fait et le gouvernement a mis tout en place pour pouvoir satisfaire la population concernant ce projet. S'il faut maintenir les 50 mètres, est-ce qu'il faut opter pour les 25 Nous disons merci à la réalisation qui nous montre déjà donne une image de ce que ces berges de l'autre côté de ces berges sont devenus aujourd'hui. Et vous allez voir que lorsque vous voyez ces belles images, vous pouvez comprendre qu'il y a 5 ans, 10 ans en arrière, ce n'était pas comme ça. Ce qui est évident, c'est que le gouvernement sait ce qu'il a à faire avec ce projet. La population doit comprendre qu'elle a intérêt à accompagner ce gouvernement en vue d'atteindre les objectifs. Ce que vous dites tout à l'heure, est-ce qu'il faut poursuivre? Il faut poursuivre tout en renforçant les mesures sécuritaires qui sont mises en place parce qu'il a fallu la descente des policiers et des militaires pour une présence permanente pour que la population puisse comprendre que c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, j'ai comme impression aujourd'hui qu'avec le béninois, c'est difficile qu'on puisse toujours parler de phase de sensibilisation. Il faut passer à la phase répressive et je crois que d'autres localités sont encore prévues pour que ces différents abords de ces lagunes-là soient libérés. Et le projet, on ne peut pas commencer seulement un projet à Dantokpa et laisser peut-être les autres localités. Lorsqu'il faut commencer, c'est comme la construction des marchés que vous avez vu aujourd'hui. Il y a une construction des marchés, c'est pas seulement le marché se construit juste peut-être à Voyer et ne pas être construit à Ménontin. C'est comme cela que ça se passe. Quelque part à Parakou, à Natitegougou, et c'est comme le projet asphaltage, c'est comme le projet des constructions des stades de l'amitié. Je crois qu'il faut combler les attentes aussi des autres localités pour que les autres ne soient pas frustrés, les autres ne soient pas marginalisés. C'est peut-être cela qui fait que le projet n'a pas encore démarré. Ce sont des hypothèses que nous émettons ici sur le plateau. Mais c'est bien de poursuivre, c'est bien de continuer par sauver l'environnement, c'est bien de sauver des vies. Parce que ceux même qui font des activités génératrices de revenus autour de ces différentes pollutions, et vous-même à l'intérieur sont au sein même de la pollution, et qui respirent l'air impur, qui respirent même ce qui n'est pas bien, et qui polluent même les êtres vivants qui se trouvent dans ces eaux-là. L'environnement dans son ensemble ne peut pas continuer comme ça pour que le développement soit franchement efficace. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que le gouvernement fait comme effort, il faudrait maintenir le cap. S'il faut mobiliser encore, s'il faut renforcer encore les mesures sécuritaires pour que, tel que vous le dites, Yenawa et Tchonvi et d'autres localités soient prises en compte, il faut le faire pour que le Bénin respire de l'air pur, pour que les investisseurs qui veulent maintenant mettre leur projet en place puissent croire que oui, il y a des places plus ou moins viables pour pouvoir pérenniser ces différentes actions. Merci à vous. Nous souhaitons donc, ce qui est sûr, nous savons que le gouvernement travaille dans ce sens et que ces berges, le reste de ces localités sera forcément dégagé, libéré pour que l'aspect de nos berges lagunaires soit vraiment attrayant et donne soit vraiment attrayant et vivable. Nous allons aborder le second sujet, et là nous revenons chez nous parler du répétiteur au professeur de maison. Vous le savez, la rentrée a commencé depuis quelques jours, quelques semaines, et ça devient un problème pour les parents d'élèves. Les parents d'élèves, pour corriger un peu, en tout cas relever le niveau des élèves, des enfants, on est à la recherche d'un répétiteur ou d'un professeur de maison. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce une nécessité? Je crois Mathieu Boko d'abord. Et tout serait mieux placé pour répondre parce que d'abord c'est un enseignant qui doit nous dire si
Nous sommes tous, tous enseignants, tous parents d'élèves, voilà. Et donc, éducateurs, mais bon, informateurs, communicateurs, Mathieu Boucor. Est-ce que selon vous, un répétiteur ou un professeur de maison est vraiment nécessaire? Oui et non. Oui, d'abord parce que aujourd'hui nous sommes avec les approches par compétences mises en place. Il faut que l'élève soit suivi, même au-delà de l'apprentissage reçu dans les différentes classes. Parce que c'est d'abord le premier aspect. Vous savez, avant, avec l'ancien programme, il est évident que oui, les anciennes écoles et les anciens élèves ont plus de chances de pouvoir, entre eux, s'organiser pour pouvoir réellement atteindre leurs objectifs. Mais aujourd'hui, chacun, l'individualité compte. Autrement, avant, la solidarité, on les voyait. L'organisation du groupe, on y voyait. Ce qui n'est plus évident. En tout cas, moi, personnellement, quand j'étais encore écolier ou élève, il suffit qu'on se retrouve entre amis et qu'on puisse dire, ben, écoutez, chaque mercredi et chaque samedi, il faudrait qu'on se voit ensemble pour faire le renforcement des cours de maison. Des travaux dirigés. Des travaux dirigés entre nous. Si vous êtes bon en français, si Etchou est bon en mathématiques, que peut-être moi, je suis bon en anglais, et on pourrait déjà, par exemple, enfin, c'est un exemple, bien évidemment. On pourrait déjà se partager nos connaissances. Aujourd'hui, l'approche par compétences nous a amené vers l'individualité. L'individualité où chacun doit faire nécessairement ses recherches avec l'arrivée aussi de la nouvelle technologie où même à la maison, chacun peut faire ses recherches et se retrouver. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est nécessaire? Si c'est nécessaire, je voudrais vous dire que ça dépend aussi de la compétence de l'enfant qui est là. Parce que chaque enfant, ça dépend de comment chaque enfant capte ce qui est dit en classe. Ça dépend de ce que chaque enfant, comment chaque enfant arrive à comprendre très vite. Peut-être ma manière de comprendre n'est pas la manière de Etchou. Peut-être ce n'est pas aussi votre manière. D'où la nécessité de donner un répétiteur à son enfant. Maintenant, en résumé, c'est-à-dire que si on donne un répétiteur à un enfant à la maison, c'est peut-être pour la flexibilité horaire, pour pouvoir lui permettre d'accéder très rapidement à la compréhension du cours, pour pouvoir lui permettre de comprendre ce qui n'a pas été compris. Et donc pour vous, oui et non. Oui et non. Mais la grande question, quel répétiteur pour l'enfant? Quel répétiteur pour l'enfant? Vous aurez le temps de nous le dire. Nous allons écouter. C'est peut-être là la question, mais en attendant de poser la question, quel répétiteur pour l'enfant, je vais laisser même bien sûr, pour pouvoir nous clarifier par rapport à cela. Oui, c'est une de ces répétiteurs ou professeurs de maison pour nos enfants aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement nécessaire? Dans les grandes villes, ça devient une obligation pour les parents. Pourquoi? Ça devient une obligation compte tenu de la qualité de l'enfant que l'on veut. Ça devient une obligation aussi compte tenu de l'école que fréquente l'enfant. Parce que faut vous dire qu'il y a des écoles qui proposent même cela aux parents, compte tenu du niveau de l'enfant. Et les répétiteurs, effectivement, ma foi, ce n'est pas obligatoire. Ma foi, ce n'est pas autant nécessaire comme ça se passe. Mais c'est selon... nous savons tous que le niveau, la qualité de l'enseignement, le niveau de l'élève ou bien de l'apprenant béninois, ça baisse. Et qu'est-ce qui fait que ça baisse? Les les acteurs sont en train de chercher les solutions certainement. Ils ne sont pas encore sortis des laboratoires pour le savoir. On peut dire aussi qu'aujourd'hui que ça baisse, ça se relève peu à peu. Oui, bon, voilà. À un moment donné, on a compris tous que ça, voilà. Donc, et c'est ça qui a commencé par donner raison à certains qui ont trouvé la manière de renforcer à la maison leurs enfants, histoire que ce qui se fait à l'école puisse être complété par ce qui s'apporte à la maison de par le répétiteur. Et
d'année en année, ça se généralise et ça devient pratiquement une obligation. Et même, surtout, pour les classes d'examen. Les classes d'examen où on estime que, bon, si jamais vous ne le faites pas, surtout avec les établissements privés qui forcent vraiment, qui veulent vraiment avoir les résultats histoire de pouvoir faire leur image. Donc, on propose tout cela aux parents et ça devient, d'année en année, ça devient aujourd'hui comme une obligation pour les parents. Même moi, en tant qu'individu ayant vraiment fréquenté dans l'enseignement général et dans le cours général, je crois que ce n'est pas autant nécessaire. L'approche, vous n'en avez pas eu? Du tout pas. L'approche par compétence, contrairement à l'aspect que Mathieu Bokor décrivait, c'est l'approche là d'ailleurs qui renvoie l'enfant à travailler en groupe. Justement, voilà. À travailler nous, à notre groupe. Compétence, on était beaucoup plus individuel. Oui. Mais ici, par l'approche, par compétence, les enfants, déjà même en classe, ils sont en groupe. C'est parce que quand vous voyez d'ailleurs le dispositif justement, ils sont en gros, si ce n'est pas coronavirus aujourd'hui, le dispositif, voilà. Et que ça devait être aussi comme ça à la maison. Mais ce qui, ma foi, fait que ça ne se voit pas trop, c'est que d'abord, les enfants sont beaucoup plus jeunes aujourd'hui en tant qu'élèves ou écoliers. L'autre chose, c'est l'individualisme, ce que décriait Mathieu Bokor tout à l'heure. Ça a gagné tellement le terrain chez le Béninois de sorte que l'enfant qui vit dans une maison ne connaît même pas les autres enfants qui vivent dans la maison voisine. Tout le monde est fermé sur... Ils sont dans la même classe. Justement, on ne laisse pas les enfants... On ne laisse pas les enfants se fréquenter à la maison pour dire, passe-moi tel document, on nous a donné tel exercice, il n'y a pas ça aujourd'hui. Parfois, quand l'enfant vient passer le cahier d'exercice ou bien c'est la maman livre, on dit, voilà. Et toi, t'es pas juste, voilà. Oui, il y a ces réactions. Il y a ces réactions. Il y a ces réactions qui constituent des barrières à ce que des enfants se complètent entre eux, histoire de forger la connaissance, comme l'approche par compétence l'exige d'ailleurs. Mais nous avons trouvé la manière d'être parce qu'on veut être soi, on veut être unique, on veut être autonome, on veut être protecteur de ses enfants, de sorte que l'enfant n'est pas toujours, on n'ouvre pas la porte aux gens, l'enfant n'est pas ouvert aux autres. Je crois que c'est un problème qui se pose et nous devons, les acteurs de les acteurs étatiques doivent, parce que ça dépasse, ma foi, l'éducation. L'éducation en classe, le maître dit même aux enfants, vous pouvez travailler ensemble à la maison avec vos amis. Mais à la maison, c'est les parents qui s'opposent peut-être. À la maison, c'est maman qui estime que bon, parce si on a confiance au répétiteur, professeur de maison. Dit, et donc, venant au répétiteur, c'est justement là que je paye cher, le répétiteur. Justement, et donc le répétiteur s'impose véritablement parce que c'est lui, il va quitter sa maison, il va venir directement travailler avec mon enfant et c'est fini. Et là, l'enfant n'a pas la main pour pouvoir faire le travail seul comme cela se doit, ou même n'a pas l'opportunité d'avoir la main de son ami. Et c'est certainement et le maître, ou bien et les enseignants et le répétiteur. Or, les enfants, entre eux, il y a une certaine facilité de se comprendre, il y a une certaine facilité d'expliquer certaines choses, une fois que le groupe est fait de façon à ce que dans chaque matière, des compétences se retrouvent. Voilà. C'est ce que nous on a fait en son temps. Et puis, je crois que ça a forgé chacun dans son domaine. Aujourd'hui, les groupes que nous on formé en temps, quand on vient au travail, on sait que c'est toi, si c'est en anglais, c'est toi qui dirige le groupe. Si c'est en mathématiques, c'est telle personne qui dirige le groupe. Si c'est en PCT, c'est telle personne qui dirige le groupe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'est le répétiteur qui le fait. Et là, le répétiteur s'impose. Et allez voir, en ville, ce que ça coûte le répétiteur. Prendre un répétiteur aujourd'hui, ça dépasse même la contribution que l'on paye dans une école publique. Dans une école publique. Même dans une école privée, les répétiteurs, il y a même des parents, bon, ceux qui sont assez aisés, presque dans toutes les matières, l'enfant de répétiteur, je crois, ça ne donne pas vraiment accès à l'enfant de se forger lui-même, de chercher la connaissance et d'avoir la même l'esprit de recherche, l'esprit de recherche qui s'impose encore aujourd'hui à notre époque. L'enfant n'a pas ça et je crois que et ça se démontre à l'université publique. Ça se démontre où ceux qui réussissent dans ces conditions, lorsqu'ils sont dans les facultés, sont bloqués. Très bien. Oui, Mathieu Bokor. Non, écoutez, je vois que dans toutes les démonstrations de Sylvain, il m'a rejoint. Parce qu'il faudrait qu'on fasse une nuance. Normalement, l'approche par compétence dit qu'on doit travailler en groupe. Ça, c'est de façon formelle. L'expérience. Mais là où la différence se trouve et tout, c'est-à-dire que, mis à part la classe, l'enfant
en dehors de cette classe-là, ne travaillent plus en groupe. Comparativement à avant, dans l'ancien programme. C'est là qu'il faut faire la nuance. Nous, avant, c'est vrai que c'était pas... les tables ne sont pas organisées en groupe. Chacun se faisait dos où il faut suivre le professeur en classe et puis c'est tout. On se regardait presque par la nuque et il faut regarder le professeur le concentrer sur son cahier. Mais quand vous sortez, vous vous organisez en groupe. L'approche par compétence dit il faut travailler en groupe en classe. Nous ne sommes pas en train de faire le non, ce n'est pas du répétiteur ou du justement, non, de maison. Et on en vient parce qu'il faut clarifier les choses. Mais quand l'enfant, après le groupe en classe, sort, chacun dit être maître de son domaine, prend son sac. Ça doit se répercuter à la maison. Et ça devrait normalement se répercuter à la maison. Ça ne se sent plus. On a discuté de cela la dernière fois. Les parents déjà garent leur voiture, l'enfant sort à midi, on le dépose dedans. Voilà. L'enfant n'arrive pas à véritablement côtoyer son camarade pour lui exposer son problème. Et dit franchement en classe, l'interrogation que nous avons faite, toi tu as reçu au moins 18, 19, si chaque fois toi tu reçois une très bonne note dans cette matière-là, ce qui suppose que toi tu peux en réalité aider nous qui n'arrivons pas à colporter ces différentes notes-là. Donc, les discussions ne se font plus. Il y a manque de confiance. Il n'y a plus cet esprit d'ouverture entre enfants, ce qui agit nécessairement sur les parents, d'où l'importance du répétiteur, peut-être qu'il n'est pas toujours, même si c'est indispensable, n'est pas nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, avec cela, il faut que les parents, il faut que les élèves, il faut que chaque acteur impliqué puisse savoir que il faut ouvrir le champ, d'accord, pour comprendre qu'aujourd'hui, le système répétiteur est devenu même une filière. C'est devenu une filière, c'est devenu une filière où l'escroquerie parfois aussi jaillit en ce moment. Il suffit de rentrer dans les feux tricolores et vous allez voir répétiteur mathématique, répétiteur anglais. Là, ça fait. Avec des si vous faites un justement. Mais aujourd'hui, les parents tombent toujours dans les mailles, même les établissements qui proposent. Est-ce que tout le monde est compétent pour pouvoir suivre véritablement? Là, vous parlez de la qualité, du répétiteur. De la qualité, parce que même si aujourd'hui, on trouve que c'est indispensable, peut-être voire nécessaire, de prendre pour accompagner, pour relever le niveau de l'enfant. Il y a des gens qui investissent des centaines de mille pendant une année, l'enfant échoue. Mais la grande question qu'il faut se poser, pourquoi l'enfant a-t-il échoué? Malgré tous les dispositifs mis en place. Pourquoi l'enfant a échoué? Là, ça ne peut pas être forcément. Non, ça ne peut pas être. Non, ce n'est pas que c'est la faute au répétiteur. Mais si on prend un répétiteur, c'est parce qu'on a espoir que, au-delà de ce qui est reçu en classe, le répétiteur viendra renforcer ses capacités pour que ça donnera un plus. Justement. On espère que ça va donner un plus. En fait, c'est le résultat escompté. On se dit peut-être que si vous avez un répétiteur, vous avez quelque chose de différent que celui qui n'a pas un répétiteur. Et puis, par conséquent, on se dit, si vous allez peut-être à l'examen, psychologiquement, on se dit, lui, il a plus de chances de réussir que l'autre. Mais je pense qu'au-delà de tout, les parents doivent savoir qu'il est important que même entre voisins, les enfants puissent se côtoyer, les enfants puissent se connaître, les enfants puissent s'échanger. Parce que l'autre, en réalité, l'autre camarade qui est là, qui est son voisin, et qui peut-être n'a pas les moyens d'acheter un livre de mathématiques, vous l'aviez fait, Théodule. Peut-être vous avez marché d'ici pour des kilomètres avant d'aller recueillir un livre de quelqu'un et pouvoir recopier l'exercice, revenir à la maison pour pouvoir le faire. Et retourner le livre très rapidement à l'autre. Parce que c'est des choses comme ça qui nous permet de nous former l'individu. Ça forme l'individu. Oui, justement. Ça manque aujourd'hui. Non, la preuve, c'est que l'histoire de répétiteurs, c'est les parents eux-mêmes qui ont ouvert le champ libre à la chose. Voilà. Parce qu'on se trouve capable de tout faire à son enfant. Parce qu'on a les moyens. On a les moyens. On ne veut pas que l'enfant
fréquente quelqu'un parce qu'on ne veut pas, si on ne veut pas ça, parce que tout le monde est devenu sorcier au Bénin. Est-ce que quelque part les parents n'ont-ils pas raison par rapport certainement, à la mauvaise compagnie? Certainement oui, certainement oui, mais lorsque vous êtes dans la vie, on ne peut pas tout éviter et on ne peut pas tout avoir non plus comme problème. Je crois qu'il faut prendre le risque des fois et tirer profit quelque part. Mais l'histoire de répétiteur aujourd'hui, ça se généralise et nous devons... Vous profitez pour dire faire votre conclusion. D'accord, oui, là-dessus je crois qu'il faut savoir vraiment qui prendre comme répétiteur pour son enfant, parce que ce n'est pas, il y a des enfants qui disent que papa, merci Théo, c'est moi qui lui ai expliqué tel jour aujourd'hui. Vous voyez, ça se dit par des enfants. Ah oui, il y a des enfants comme ça et qui sont tellement bien que le monsieur se trompe et c'est l'enfant qui le ramène et il le dit à ses parents. Je crois qu'il y a vraiment raison de savoir qui on prend pour répéter quoi à qui. Et là-dessus, les établissements qui proposent et tout, et ça, à ce niveau, je crois que c'est un peu plus cadré parce qu'on sait à qui soumettre l'offre pour voir que le travail soit bien fait, que l'école soit vraiment reconnue de par son travail. Et merci à vous. Merci. Les résultats escomptés par les parents puissent être vraiment meilleurs. Merci. Oui, Mathieu Boko, votre conclusion? Le répétiteur reste un indispensable maillon dans le système éducatif. Mais cela ne veut pas dire que c'est toujours obligatoire de pouvoir donner quelque chose à son enfant. Il faudrait que chaque parent puisse savoir comment reformer sa famille pour pouvoir accompagner son enfant. Merci à vous, Mathieu Boko, journaliste à ETélé. Merci à vous également, Sylvain Etchou, journaliste indépendant et puis également enseignant. Merci à vous tous qui nous avez suivis le matin de ce mercredi prend fin. Restez toujours en notre compagnie câblée sur l'ensemble de l'ensemble de ETélé Bénin, YouTube, Facebook, www.etelé Bénin. Vous allez nous retrouver. Merci et que le meilleur reste à venir.